nous sommes à Avignon dans le cadre de la maison professionnelle du spectacle vivant et nous venons d'assister à un débat qui s'intitulait « Les pratiques culturelles du XXIe siècle, les partages avec les nouvelles générations de public ». Dans ce cadre est intervenu donc Pascal Lebrun-Cordier. Pascal, vous êtes professeur associé à Paris 1, vous êtes également directeur artistique de projet dans l'espace public. Oui. Ma première question pour vous, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans le rapport des jeunes publics avec le spectacle vivant ? Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations ont un rapport très intense au numérique, à Internet, aux réseaux sociaux. C'est une banalité, tout le monde le sait, mais on n'a pas toujours conscience des proportions. Les 16-30 ans passent 2 heures par jour sur leur téléphone portable, les 16-24 ans, 4 heures par jour, en plus du temps passé devant l'ordinateur, voire aussi devant la télévision. Donc ça représente finalement de 1 à 2 journées par semaine complètes sur le téléphone, sur les réseaux sociaux. Ce qui change ensuite, c'est que du coup, ils ont un accès à la culture qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus direct, qui est marqué aussi par la brièveté, la sérendipité. C'est-à-dire le plaisir de la découverte, un peu inopiné, parce qu'on fait défiler son mur, on est dans le scroll, et donc là, on découvre des choses que d'autres proposent. Donc il y a un plaisir de la découverte, un plaisir du butinage culturel. Il y a un autre changement qui est lié au rapport que nous avons au numérique, c'est que nous sommes devenus des producteurs. Nous sommes devenus producteurs d'images, producteurs de textes, producteurs de films, et producteurs de récits même, parce que c'est un peu l'événement depuis 3 ou 4 ans finalement sur les réseaux sociaux, c'est que nous faisons de plus en plus ce qu'Instagram ou Snapchat appellent des stories, c'est-à-dire des micro-récits que nous agençons, les jeunes le font beaucoup, moins les autres, mais voilà, que nous agençons en fin de journée pour raconter notre journée, raconter des moments intenses. Et donc nous avons du coup un rapport à l'écriture artistique, même si ça n'est pas nécessairement artistique, en tout cas nous avons un rapport à l'écriture textuelle, à l'écriture de films, à l'écriture d'images, à la conception d'images qui est très particulier, qui aiguise aussi notre regard et qui nous donne l'envie de participer. Et ça c'est le 3e changement, je crois majeur, c'est qu'il y a un désir de participation à la culture, à la vie culturelle, à la création, qui est très, très important aujourd'hui, et qui met un peu à mal, je dirais, le système culturel qui est plutôt fondé sur la représentation, sur la distance. On vient voir un spectacle, on vient voir une expo, on ne doit pas parler, on ne doit pas toucher. Ce sont des objets qui sont fermés, qui sont formés, qui sont finis, alors qu'on a très envie quand même de co-concevoir, de participer, d'être dans un rapport d'interaction, et ce désir monte. Alors, ce qu'on observe, c'est que justement, le système culturel, les lieux de culture, que ce soit dans le spectacle vivant ou dans les arts plastiques, les arts visuels, donnent une place de plus en plus importante à ces formats-là. Des formats qui sont finalement assez divers. On a le théâtre immersif, on a des performances collaboratives, on a des projets participatifs. Il y a de plus en plus finalement de situations artistiques qui sont proposées au public, et même plus qu'au public, aux personnes, hein, au-delà de ceux qui sont constitués en public, qui ont un intérêt construit pour le spectacle. Aujourd'hui, on observe que les artistes et les acteurs culturels cherchent à faire avec les gens, en allant vers eux, au-devant d'eux. Alors, ce n'est pas totalement neuf, évidemment, parce que ces formes expérientielles, ce qu'on essaye d'appeler avec un groupe que j'ai mis en place avec Delphine Martincourt d'Arcadie, la culture expérientielle. C'est une recherche que nous allons mener pendant 1 an pour essayer de définir les contours de ce que nous proposons d'appeler une culture expérientielle. Donc cette culture expérientielle, elle fondamentalement, elle nous invite à vivre des expériences, c'est-à-dire à être impliqués dans des situations de vie augmentées, décalées, poétisées, à vivre des expériences qui augmentent notre sentiment d'existence, qui intensifient notre rapport à nous-mêmes, le rapport à l'autre, le rapport au monde. Donc c'est ça, cette singularité, et c'est ce qu'on voit encore une fois de plus en plus dans les lieux culturels, avec des artistes qui conçoivent des dispositifs avec les autres, avec les gens, et qui les proposent en partage. Alors ça bouscule le milieu culturel qui est plutôt fondé sur d'abord la notion d'équipement, et là on est souvent dans l'espace public, on n'est plus dans des salles forcément, qui est beaucoup fondé sur, encore une fois, la représentation, donc une certaine distance avec l'objet culturel. Là on est dans la participation. Ça bouscule, mais ça suscite un intérêt vif, un intérêt croissant que nous observons et auquel nous contribuons aussi, en tant que directeur artistique à Montpellier par exemple pendant 5 ans avec les AT. Moi j'ai essayé de créer une manifestation expérientielle qui se définit finalement autant par l'ambiance, par la situation dans laquelle nous sommes dans la ville ou dans un parc, etc., ou dans le temps. Par exemple, en organisant une nuit entière du coucher au lever du soleil avec des propositions artistiques dans un grand parc champêtre. Voilà, on nous invite, nous invitons le public, les gens, à vivre des expériences augmentées, poétisées. Et pour moi, c'est ça l'événement majeur. Voilà, c'est cette évolution de la culture qui passe d'une logique de démocratisation culturelle où on veut
faire accéder à la culture, à une logique de participation. On veut faire participer à la création et on va même, les acteurs culturels, les opérateurs culturels vont même adopter une posture d'ouverture et d'aventure en allant vers des groupes de personnes, des groupes de population, des communautés qui n'ont pas de lien avec leur théâtre ou avec leur musée, avec lesquels des projets vont s'inventer sans qu'on sache exactement lesquels. Donc c'est vraiment une posture très différente de celle qui consiste tout simplement à créer des objets artistiques de manière autonome, si je puis dire, en laboratoire, en s'abstrayant finalement de la société, de la vie quotidienne, de la ville, du paysage, mais en créant à partir, de manière contextuelle, in situ, in vivo. Alors ça n'efface pas l'intérêt évidemment des formes classiques, qui voient même peut-être leur intérêt, leur attractivité augmenter du fait de leur singularité, mais ça ouvre un champ de possibles, un champ d'invention qui est très vaste et dans lequel depuis déjà très nombreuses années les arts de la rue qu'ils ont investi, pardon. Des festivals comme les Tombées de la Nuit, comme les festivals d'art de rue, encore une fois, ou des musées qui se conçoivent autrement comme des lieux de présentation. On a déjà une mutation qui est en cours et qui va s'accélérer, je crois, encore plus avec un élément de réflexion majeur depuis quelques années, ce sont les droits culturels. C'est-à-dire comment permettre à chacun, finalement, de vivre la culture telle qu'il l'entend. Et pas uniquement telle que, finalement, le système culturel la pense et la définit. Donc les droits culturels, ça va aussi permettre à toutes ces formes atypiques de se développer, de prendre de la place. Alors, si je vous entends, peut-être la tendance la plus importante aujourd'hui dont vous nous ayez parlé, c'est le fait que le spectateur n'a plus juste envie d'être contemplatif, mais il a envie d'être dans une posture active et de participer à l'œuvre. Est-ce que vous avez peut-être un exemple pour nous rendre ça concret d'une pièce ou d'un exercice qui vous a particulièrement marqué et quelle était l'interaction qui a été créée avec le public ? Alors, les exemples sont très nombreux. Par exemple, si on prend le théâtre immersif, où nous sommes finalement immergés dans un dispositif, dans une situation, et dans l'espace public en particulier, là, les exemples sont incalculables finalement. Mais me revient en tête, puisque nous sommes à Avignon, les projets de Stéphane Caegui et de Rimini Protocol. Il y a une dizaine d'années, il nous invitait à monter dans un camion et à partir à Sofia et à parcourir en Bulgarie, à parcourir l'Europe pour découvrir la réalité finalement du transport routier européen aujourd'hui. Nous montions réellement dans un camion et sur une tribune et le rideau se lève et nous voyions la ville. Nous pouvions voir une zone industrielle, des films projetés sur la vitre également, des reportages et en direct les deux chauffeurs bulgares qui nous parlaient et les deux chauffeurs du camion qui nous racontaient leur vie et leur travail. Nous éprouvions véritablement la situation. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'interaction, parce que je pense que ce n'est pas toujours le sujet, l'interaction. C'est comment on est, encore une fois, dans des situations ouvertes. Mais pour prendre l'exemple de l'interaction, me vient en tête une proposition de groupe en fonction qui s'appelle We Can Be Heroes, où en amont d'un spectacle, donc qui est une performance participative, des personnes, des non-professionnels vont apprendre à performer au plateau des tubes pop de Björk, Eminem, Jamie T, Arcade Fire, et vont ensuite performer en playback avec un engagement corporel, un rapport au spectateur, un rapport à l'énergie artistique et poétique sur un espace de jeu. Voilà, donc un deuxième projet. Alors je me rends compte que c'est toujours pas un projet participatif, si ce n'est que les gens jouent finalement, sont en action. Des projets participatifs, on en a évoqué tout à l'heure avec le Birgit Ensemble, où les spectateurs interagissent, prennent des décisions, votent. Voilà, je crois que ces formes sont multiples. On pense à la marche aussi, au parcours augmenté, aux promenades augmentées, au casque. L'interaction, elle n'est pas seulement avec un comédien, elle est aussi avec le contexte, avec le paysage, avec le hasard, avec des lieux qui se trouvent poétisés, qui se trouvent transfigurés par un discours poétique, par un discours musical. Je crois que l'enjeu finalement de toutes ces démarches, c'est comment notre relation au monde, à l'autre et à nous-mêmes se trouve décalée, poétisée, transformée. C'est ça qui finalement est saillant et excitant dans ces démarches, avec des risques qu'on a évoqués dans le débat et auxquels on est tous conscients, dont nous sommes tous conscients. Je pense que c'est le risque du consensus, c'est-à-dire que la participation fait consensus. On aime bien que les gens participent, mais participent à quoi finalement et quelle est la finalité? Donc ces projets participatifs, ces projets expérientiels, heureusement, ne sont pas tous consensuels justement. Il y a des espaces critiques, des espaces de tension, des espaces de prise de conscience politique aussi qui s'ouvrent dans ces situations expérientielles.
C'est fondamental, évidemment, pour que le spectateur ne soit pas en position d'interaction, mais en position de construction de son regard, de construction de son expérience. Donc il y a, je crois, une réflexion éthique également qui se développe dans le monde de la culture, dans le monde de la création artistique, pour justement penser ces nouveaux espaces d'invention en ayant en tête un horizon. C'est-à-dire quel est l'enjeu ultime finalement de la participation ou de l'expérientiel. Certains vont dire que c'est d'augmenter la capacité d'agir des spectateurs, hein, tous les acteurs de l'éducation populaire, ou qui considèrent que l'enjeu, c'est véritablement d'avoir des citoyens qui soient plus actifs, plus engagés, dans une perspective citoyenne, encore une fois, d'agir sur le monde et sur soi-même. D'autres vont considérer qu'il s'agit d'abord d'un enjeu poétique, c'est-à-dire comment nous enrichissons les imaginaires, comment nous créons du trouble, comment nous proposons des récits qui viennent finalement contrer la misère symbolique dans lesquelles nous plonge parfois le storytelling publicitaire, le monde du marketing, et y compris justement du marketing expérientiel. Parce que la notion d'expérientiel, elle est déjà présente dans le marketing, dans l'économie, dans le tourisme. Donc la vigilance, je pense, et l'exigence, elle porte sur l'enjeu de cette culture expérientielle, sur l'horizon que nous fixons, et que nous fixons, je pense, en ayant encore une fois des balises poétiques et des balises poétiques très claires sur ce que nous cherchons, sur les territoires que nous voulons arpenter, sur les horizons vers lesquels nous voulons avancer. Alors, ça sera ma dernière question, mais en vous entendant, on sent qu'il y a vraiment un intérêt croissant pour ce type de création, de co-création, je crois que vous l'avez dit. Mais la question, c'est est-ce que ça répond à un désir profond du spectateur? Est-ce que c'est une pratique qui va s'inscrire dans la durée? Ou finalement, est-ce que c'est un effet de mode qui va tomber rapidement en désuétude? Et est-ce qu'on peut vraiment changer le spectateur et le rapport au spectateur via ces pratiques-là? Alors, d'abord, je pense que ces formes sont très anciennes. Par exemple, dans l'Antiquité gréco-romaine, la poésie d'Anacréon, Homère, c'était déjà, et Florence Dupont l'a très très bien montré, qui est une universitaire spécialiste de la culture gréco-latine, c'était d'abord des situations justement vécues où on venait absolument pas assister à la représentation d'un spectacle, à la lecture d'un texte, et plutôt à une expérience poétique dans laquelle finalement l'odeur du feu, la présence de la lune ou des étoiles, la proximité des autres, le désir charnel aussi, le vin, l'ébriété, tout ça participait du spectacle, fabriquait une situation, encore une fois, sensorielle, culturelle, profonde. Bref, c'est pas du tout nouveau. Je pense que le théâtre a longtemps aussi été de cette manière-là. Il l'est redevenu dans les années 60 avec le théâtre radical, et puis ensuite 70-80 avec les arts de la rue. Et puis l'esthétique relationnelle, dont on a aussi parlé il y a une vingtaine d'années, tout ça, voilà. C'est un fil finalement qui existe depuis longtemps, qu'on tire depuis longtemps, qui est très ancien. Simplement, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le relief pris par ces propositions, la place prise par ces formes-là, grandit. Parce qu'il y a, oui, un désir des spectateurs d'être impliqués, d'être dans le jeu, d'être concernés, d'être en interaction. Pas de tout le monde, mais de beaucoup. Un désir surtout, encore une fois, d'éprouver. Alors on éprouve en tant que spectateur quand on est dans son fauteuil, évidemment, on n'est absolument pas passif. Jacques Rancière l'avait montré. Mais là, on éprouve encore autrement quand on est en marche, quand on est en jeu avec le corps des autres, lorsqu'on est en position de prendre des décisions. Donc, je pense que c'est une tendance de fond qui va augmenter parce que nous sommes en permanence face à la possibilité de choisir et de produire. Encore une fois, c'est ce que le monde numérique nous propose. Il nous propose de devenir des producteurs et il nous offre un choix considérable et la possibilité de changer très vite si ça ne nous plaît pas. Donc je pense que l'attention volatile et le désir d'intensité font que l'horizon va s'ouvrir, encore une fois, encore plus pour ces formats-là. Néanmoins, les formes classiques, les objets, encore une fois, finis, formés, posés devant nous à distance, ce qui fonde la culture classique finalement, c'est la distance de la représentation, la coupure sémiotique, la rampe, ce qui fait qu'on ne touche pas, qu'on ne parle pas, mais qu'on est placé à distance pour vivre éventuellement cette catharsis dont Aristote a parlé. Tout ça va continuer évidemment. On voit mal comment ces formes-là disparaîtraient. Elles gagnent même encore une fois en intensité parce que ça devient de plus en plus rare finalement d'être en position de contemplation, d'être en position de spectateurs classiques. Donc je pense qu'elles vont gagner en intensité. Mais le champ, encore une fois, des nouvelles formes ne va pas cesser de s'ouvrir. Et moi, je m'en réjouis parce qu'il s'ouvre avec des artistes, avec des poètes, avec des scénographes, avec des musiciens, des chorégraphes, c'est-à-dire des créateurs qui ont le désir
d'inventer ces formes avec, encore une fois, une ambition artistique, une exigence poétique. Et c'est vraiment, je pense, une des conditions pour que cette expérience ait de la valeur, de la saveur également. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous. Puis bonne continuation au festival. Merci.